All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président. Bonjour à toutes et à tous. Madame la greffière d'audience, veuillez citer l'affaire. La greffière d'audience, merci Monsieur le Président. La situation en République démocratique du Congo dans l'affaire le procureur contre Bosco Taganda. Référence de l'affaire ICC 0104 0206. Et nous sommes en audience publique. Le président, je vous remercie Madame la greffière d'audience. Aujourd'hui, nous allons entendre la fin de la plaidoirie de la défense qui devra se terminer au plus tard à 11 heures, donc pendant ce premier volet d'audience. Maître Bourgon, je pense que c'est vous. Ah non, 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 c'est Maître Gosnell. Maître Gosnell, excusez-moi, je vous donne la parole. Maître Gosnell, bonjour. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur les juges. Hier, je m'étais interrompue en parlant des chefs 6 et 9 en disant qu'il n'y avait pas de faits et de circonstances dans le document contenant les charges qui permettraient de prononcer une déclaration de culpabilité au terme de l'article 74.2. Et en partie, nous avançons la même chose pour ce qui est des chefs 14, 15 et 16, parce qu'on ne peut pas nier que les deux dernières phrases du paragraphe 95 du DCC énoncent avec une certaine précision quels sont les faits et les circonstances où M. Taganda, où il est allégué que M. Taganda aurait vu des personnes enrôlées au sein du FPLC ou des forces de l'UPC qui auraient été formées. Et cela inclut, Monsieur le Président, la référence au paragraphe 95 à ce document, la visite à Rwampara qui a eu lieu le 12 février 2003. Toutefois, hormis ces deux dernières phrases du paragraphe 95, le document contenant les charges ne fournit aucun autre fait et circonstance qui permettrait de prononcer une déclaration de culpabilité, notamment en ce qui concerne le recrutement au paragraphe 93 et 94, hormis une portée temporelle très très large, puisqu'il s'agit d'une période comprise entre le mois d'août 2002 et l'année 2003. Et vous avez également les paragraphes 96 et 97 qui portent sur l'utilisation alléguée des enfants soldats. Pour ce qui est de ces crimes, rien n'explique le fait que les faits et les circonstances n'ont pas été énoncés avec précision. Et je pense par exemple à des thèmes tels que où a eu lieu le recrutement, quand a eu lieu le recrutement, où se trouvait, comment est-ce que ces enfants ont été utilisés, qui s'est chargé du recrutement, qui a été recruté. Le paragraphe 93 ou les paragraphes 93, 92 à 99 ne fournissent aucun détail à ce sujet. Et de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui a fait l'objet d'un accord ou qui a été plaidé dans l'affaire Lubanga. Comme vous le savez, il y a d'autres faits et circonstances qui n'ont pas été énoncés avec précision. Ils se trouvent dans les paragraphes, et cela nous l'expliquons plutôt dans le paragraphe 14 de notre réplique. Et bien entendu, vous avez tout à fait toute l'attitude pour mener à bien une analyse indépendante pour décider de ce que vous considérez comme ayant été énoncé avec précision. Cela nous amène maintenant, Monsieur le Président, à aborder la question des enfants soldats, ainsi que des preuves relatives aux enfants soldats. Et je me propose de vous présenter cela en 5 volets. Premièrement, les enfants soldats témoins directs eux-mêmes, puis
les éléments de preuve par oui-dire, tel que nous avons défini cela dans notre mémoire, les vidéos qui sont censées vous présenter des éléments de preuve au sujet de personnes ayant moins de 15 ans et qui se trouveraient dans les rangs du FPLC, quatrièmement, les éléments de preuve documentaires et cinquièmement, la connaissance de M. Taganda à ce sujet. Alors bien entendu, je ne vais pas présenter un aperçu exhaustif. Je choisirai de reprendre les points saillants et nous appuyons sur nos écritures dans le mémoire et dans la réplique. Mais la question en fait qu'il convient de se poser est comme suit. Où se trouvent ces témoins, enfants soldats, crédibles et fiables? Le problème, ce n'est pas que personne n'était disposé à venir et à dire qu'ils étaient anciens enfants soldats au sein du FPLC. Nous le savons cela du fait parce qu'il y a 16 personnes qui se sont présentées en tant que telles dans cette affaire ainsi que dans l'affaire Lubanga. Et parmi ces 12 personnes qui ont témoigné dans l'affaire Lubanga, il n'y en a aucune qui a été considérée ni comme fiable ni comme crédible. Sur ces 12, 3 ont menti. Et il a été indiqué que ces personnes avaient menti à différents moments au sujet de leur âge. Et il y en a trois intermédiaires, pardon, qui ont encouragé les mensonges de la part de ces trois personnes, et ce avec une telle certitude que la Chambre de première instance avait recommandé à l'accusation de diligenter des enquêtes au titre de l'article 70 au sujet de ces personnes. Si nous voyons le dossier ou les dossiers en l'espèce, cela ne s'est jamais concrétisé. Alors, ce que nous avançons, Monsieur le Président, c'est que les éléments de preuve démontrent de façon importante que les quatre témoins enfants soldats qui ont témoigné en l'espèce, ou peut-être qu'il y en avait 5, cela dépend de ce que pense l'accusation à ce sujet, n'étaient pas fiables. Non seulement ils n'étaient pas fiables, mais ils n'ont tout simplement pas dit la vérité. Et non seulement ils n'ont pas dit la vérité, mais en ce qui concerne les témoins 761, 883 et 888, ils ont inventé de toutes pièces des documents. Et non seulement ils ont menti, inventé et forgé des documents, mais en ce qui concerne les témoins 758, 761, 888 et au moins 898, sans oublier le 911, ces témoins en fait ont coordonné leur déposition pour donner une impression fausse de fiabilité. Et ce sont des allégations très très graves, Monsieur le Président, mais elles sont étayées par ce qui s'est passé dans ce prétoire et ce que vous avez pu constater. Alors, si ces témoins avaient témoigné en audience publique, cela ne fut pas le cas, mais j'aurais réitéré certains des exemples qui prouvent que ces témoins ont menti et ont complètement inventé leur témoignage. Je vous aurais répété la réaction du témoin d'un témoin lorsque on lui a confronté, elle a été confrontée à la version d'un document qu'elle avait elle-même forgé afin de donner une certaine impression à propos de son âge. Je vous aurais remontré le moment où, en français, elle parvient à comprendre un document qui est assez complexe d'ailleurs. Et en fait, elle nous avait dit au départ qu'elle n'était pas en mesure de lire le français, qu'elle ne savait pas lire le français. Je vous aurais montré la réaction du témoin 888 lorsqu'on lui a montré, d'après son acte de baptême, qu'il avait 4 ans de plus que ce qu'il n'avançait. Je vous aurais montré quelques exemples du témoin 761 qui sans aucune vergogne, a menti carrément, vous a menti au sujet de son rôle. Et je vous aurais présenté le témoin, ou je vous aurais répété ce qu'a dit le témoin 758 au sujet de l'enfant soldat au sein du FPLC. Il a menti au sujet de son lieu de naissance, de l'endroit où elle a été élevée. Il a menti au sujet du rôle qu'il avait eu lorsqu'il a obtenu les documents immédiatement après que le témoin 758
avait été au départ refusé par ces juges en tant qu'enfant soldat au sein du FPLC. Mais ce serait une attitude tout à fait sensationnaliste, Monsieur le Président. Ce qui est important, c'est de mener à bien une analyse méticuleuse des nombreuses contradictions que l'on trouve dans les témoignages de ces témoins au sujet de l'endroit des lieux où ils se trouvaient, des actes qu'ils ont commis, au sujet de savoir s'ils ont jamais fait partie ou non du FPLC et au sujet de leur date de naissance. Et toutes ces contradictions font l'objet d'une longue analyse dans notre mémoire au paragraphe 700. 1165 se reprend l'interprète jusqu'au paragraphe 1282. Donc il ne s'agit pas d'oubli temporaire expliqué par le passage du temps, ou il ne s'agit pas en fait de fragilité pour ce qui est de se souvenir de certaines choses. Nous parlons de témoignages qui manifestement étaient faux. Nous parlons d'efforts qui ont été déployés pour faire en sorte que les témoignages paraissent beaucoup plus crédibles, et ce, en dépit du temps qui a passé, puisque ce que nous suggérons, en fait, c'est qu'il y a des tentatives qui ont été faites pour forger les documents et pour coordonner les témoignages. Il est très difficile de croire. Je pense par exemple au témoignage du médecin qui est venu. Il est très très difficile de croire que ce témoignage aurait pu être le résultat d'une mémoire défaillante. Donc, il s'agit du docteur Ioul. Donc, ce que j'indique, c'est qu'en fait, on ne peut pas dire qu'en l'espèce, il n'y avait pas de témoins disponibles. Bien au contraire, les témoins qui sont des anciens soldats allégués étaient disponibles. Mais le fait est, ils sont venus et ils ont soit tout simplement menti ou ils n'étaient tout simplement pas fiables. Ce qui m'amène à vous parler de la deuxième catégorie des éléments de preuve. Le président, Maître Gosnell, j'aimerais vous poser une question supplémentaire. Est-ce que la défense a une théorie pour expliquer la raison pour laquelle ces témoins ont menti, Maître Gosnell? C'est une excellente question, Monsieur le Président, et je m'interrogeais parce que je n'étais pas sûre de vouloir parler de cela. Je peux me livrer à moult conjectures, je peux suggérer de nombreuses raisons. Ceux qui ont passé beaucoup de temps en Ituri auraient beaucoup de théories à présenter. Il se peut qu'il y ait différentes interprétations, le Président, mais je n'insiste pas, Maître Gosnell. Mais cela soulève en effet une question extrêmement importante, parce que je suggère, c'est qu'il ne nous appartient pas à nous de nous livrer à des conjectures, mais le fait est que lorsque vous demanderez si les éléments de preuve que vous avez entendus sont fiables ou non, cela vous permettra en fait d'aboutir à une conclusion. Mais la question que vous venez de poser a son importance, parce que vers quoi cela converge? On peut se demander pourquoi est-il besoin de poser cette question? Pourquoi est-ce qu'il y a véritablement des failles dans les éléments de preuve, des brèches, ce qui fait que nous posons, ou vous avez posé cette question, et cela nous ramène à la charge de la preuve qui revient à l'accusation, car la question que vous avez posée est une question à laquelle on pourra trouver une réponse compte tenu de ce qui a été entendu au sein du prétoire. C'est ainsi que les choses devraient se passer. Or, cela ne se passe pas ainsi. Et cela m'amène à vous parler de ma deuxième catégorie d'éléments de preuve. Il s'agit d'une masse disparate d'éléments de preuve qui en fait nous donne différents types d'informations, notamment des soi-disant entretiens avec des anciens soldats, des anciens enfants soldats, des témoins qui ont vu des personnes au sein des FPLC et qui ont estimé qu'elles avaient moins de 15 ans juste en les voyant. Et dans quelques cas, la connaissance de certaines personnes qui ont indiqué qu'au sein du FPLC, l'âge était connu seulement sur la base de ce que disait un parent ou sur la base de liens familiaux. Et pour reprendre l'opinion dissidente qui a été émise dans l'affaire Lubanga, le juge Tchatska indique, et je cite, son espoir étant, et je cite,
que, à l'avenir, les poursuites concernant ces crimes devant la Cour nous permettra d'avoir des éléments de preuve plus directs et plus convaincants et préserveront l'équité de la procédure qui est au cœur des poursuites pénales et qui ne doivent pas être sacrifiées pour pouvoir présenter des événements historiques qui seraient versés au dossier. Fin de la citation. Et vous allez, je veux dire, ces espoirs seront tout à fait déçus en l'espèce, parce qu'il y a très peu d'enfants soldats témoins qui ont été présentés en l'espèce, beaucoup moins que dans l'affaire Lubanga. Et l'on insiste et on insiste beaucoup sur les éléments de preuve secondaires, beaucoup plus que sur les événements primaires, les éléments de preuve primaires. Et la leçon que nous pouvons tirer de l'affaire Lubanga, la leçon qui semblerait avoir été apprise, est qu'il vaut mieux présenter moins d'éléments, moins de témoins anciens, enfin soldats. Il vaut mieux présenter moins d'éléments de preuve directs qui auront une valeur probante beaucoup moins importante. Mais par ailleurs, cela rend la tâche de la défense beaucoup plus difficile. Il est beaucoup plus difficile de prouver et de démontrer que cela n'est pas vrai. Pourquoi pas, Monsieur le Président? Parce qu'après tout, les éléments de preuve qui ont suffi dans l'affaire Lubanga pour que la Chambre de première instance indique qu'il y avait doute raisonnable. Et étant donné, comme viens de vous le dire, que ces éléments de preuve sont beaucoup plus difficiles à discréditer de la part de la défense, pourquoi s'importuner à présenter des éléments de preuve directs dont on pourra prouver tout simplement qu'ils ne sont pas fiables? Et cela, en fait, est extrêmement important. C'est justement ce que nous faisons ici. C'est cela la justice pénale internationale. Dans quelle mesure est-ce que l'on peut court-circuiter les normes habituelles de la preuve pour ce qui est de certains types de crimes? Comment est-ce que vous pourrez accepter, d'ailleurs je reviens à votre question, Monsieur le Président, des allégations qui sont présentées en matière de préoccupations sécuritaires ou des allégations tout à fait infondées en matière de retraumatisation qui empêche à certains témoins de venir. Je me souviens très bien lorsque cet argument a été présenté ici, ce processus de retraumatisation. Il s'agissait de ne pas présenter des photos à un témoin parce que la suggestion était que si on lui présentait ces photos, cela allait déclencher une retraumatisation pour ces témoins. Donc il s'agit d'une façon tout à fait normal de procéder à une enquête. Mais le fait que cela a été suggéré montre la situation dans laquelle nous nous trouvons parce que nous en fait, nous prenons des raccourcis lorsqu'il s'agit d'éléments de preuve qui pourraient être présentés de façon fiable. Et tout comme vous aviez rejeté cette objection, nous vous demandons de résister à la tentation d'édulcorer en quelque sorte les normes de la preuve lorsque il est suggéré que des témoins ne sont pas disponibles, que les enfants soldats ne sont pas fiables. Ces affirmations ont été contredites par les 16 témoins qui sont venus ici et qui ont déposé devant cette Chambre et dont les témoignages ont déjà été considérés comme non véridiques et non fiables. Alors la question qu'il convient de se poser est comme suit. Est-il vrai que le FPLC avait une armée d'enfants? Si vous ne pouviez pas vous déplacer ou faire quoi que ce soit en Iturie sans vous trouver face à un enfant soldat au sein du FPLC. Mais où sont les éléments de preuve directs émanant de ces anciens enfants soldats du FPLC? Madame, Messieurs les juges, si nous prenons
tous ces éléments de preuve. Bon, il s'agit d'éléments de preuve qui sont considérés comme secondaires. Bon, il y a trois sous-catégories d'éléments de preuve secondaires, mais il n'y a parmi ces éléments de preuve aucun élément qui ne nous a permis d'avoir les noms des personnes qui, soi-disant, auraient eu moins de 15 ans. Et dans aucun des cas, on ne vous a fourni une photographie de la dite personne. Dans aucun de ces cas, il n'y a eu corroboration qui aurait un sens, bien entendu, à savoir de sources indépendantes qui décrivent ou qui font des observations au sujet de l'âge d'une même personne. Alors dans ces circonstances, Monsieur le Président, il est quasiment impossible à la défense de se livrer à une enquête pour déterminer si ce type d'élément de preuve est véridique, est entièrement véridique, est partiellement véridique, est probablement faux, et vraisemblablement exact et véridique. Nous ne pouvons tout simplement pas nous livrer à ces évaluations. Et cela ne sera pas non plus possible pour vous, Madame, Messieurs les juges. Et pour les quelques témoins qui ont mentionné les noms de personnes, il convient de se poser une question. Qu'est-ce qui a été fait pour trouver ces personnes? Pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas été convoquées ici en tant que témoins pour pouvoir témoigner en face de vous, pour qu'elles puissent dire oui, j'avais moins de 15 ans et j'étais enfant, j'étais soldat au sein du FPLC alors que j'avais moins de 15 ans. Alors, si nous nous appuyons sur ces éléments de preuve secondaires, il ne s'agit pas seulement de oui-dire, il s'agit tout simplement d'autoriser des éléments de preuve qui remplacent les éléments de preuve principaux qui ne sont pas disponibles et qui nous permettraient donc d'élucider ces charges. Nous avançons que ces éléments de preuve ne sont pas fiables, ne sont pas justes et ne respectent pas la norme de la preuve qui est requise dans tout tribunal pénal. Mais s'il s'agit par exemple de formation qui a eu lieu en un jour donné, peut-être que là, dans ce cas d'espèce, vous pourriez envisager d'accepter ces éléments de preuve où ils pourraient être considérés comme satisfaisants. Mais une constatation suivant laquelle une personne a moins de 15 ans, c'est un élément de crime qui doit être prouvé au-delà de tout doute raisonnable, et ce pour trois raisons. Parce que l'évaluation d'un âge fait l'objet d'une marge d'erreur. Cela passe par une certaine subjectivité et un avis, et cela n'est pas minimisé si l'on utilise des méthodologies. La méthodologie étant, est-ce que on a signé le nom de la personne, est-ce qu'on a posé 3 ou 4 questions à cette personne, est-ce qu'on a posé les questions au sujet de l'âge de cette personne à d'autres personnes. Cela ne correspond absolument pas à une véritable vérification digne de ce nom, et cela n'améliore pas du tout la valeur probante de cette affirmation. Deuxièmement, ce sont des constatations qui doivent se fonder sur une norme au-delà de tout doute raisonnable, contrairement aux facteurs contextuels. Et puis, troisièmement, est-ce que les éléments de preuve ce sont les éléments de preuve que vous avez vus ici qui devraient en fait vous mettre sur le qui-vive et qui doivent vous permettre de comprendre qu'il est possible que les éléments de preuve secondaires ne sont pas exacts et de ce fait ne sont donc pas fiables. Et il est donc extrêmement périlleux à l'extrême, que de se reposer sur ces éléments de preuve secondaires en tant que remplacement d'éléments de preuve non fiables que vous avez entendus dans le prétoire. Alors, cette injustice et le péril que l'on encourait à agir de la sorte est augmenté par le fait qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont affirmé avoir eu moins de 15 ans, et ce sont des personnes dont les noms sont connus par l'accusation et dont les noms n'ont absolument pas été communiqués à la défense. Et j'aimerais réitérer cela parce que cela a son importance. L'accusation a un grand nombre des noms des personnes qui nous ont dit avoir eu moins de 15 ans, et lorsqu'ils vous demanderont de prononcer une déclaration de culpabilité contre M. Taganda, c'est sur cela qu'ils s'appuient.
l'accusation a ses noms, la défense ne les a pas. Et ces noms étaient aussi anonymes pour ce que la défense le sait, étaient anonymes pour les juges pour les juges. Donc vous avez un témoin qui se présente devant vous, qui vous dit que quelqu'un lui a dit qu'il avait moins de 15 ans. Le nom de la source n'est pas divulgué ni au juge ni à la défense. Et la source est également la victime. Et la victime n'a pas non plus, le nom de la victime n'a pas non plus été communiqué ni à la défense ni à vous, Madame, Messieurs les juges. Et soyons très clairs au sujet de la qualification de cet élément de preuve. Il ne s'agit pas d'informations qui relèvent de la règle 77 en tant qu'élément essentiel pour la préparation de la défense. Il est difficile d'imaginer qu'il existe des informations beaucoup plus fiables qui permettraient d'évaluer la crédibilité des éléments de preuve à charge qui font l'objet de l'article 67.2 du statut. Alors, par souci d'équité envers l'accusation, ce n'est pas qu'ils ne nous ont pas divulgué cela parce qu'ils ne voulaient pas nous communiquer ces éléments, ce n'est pas parce qu'ils ont dissimulé cela dans quelques archives et que par la suite nous avons découvert que ces noms existaient. Ce n'est absolument pas ce que nous suggérons, Monsieur le Président. C'est qu'il y a des parties tierces qui ont imposé des contraintes juridiques à ces informations. L'accusation a accepté ces contraintes juridiques lorsqu'elle a reçu ces informations et en conséquence, les dites informations ne sont pas divulguées. Mais cela n'est absolument pas pertinent par rapport, pour ce qui est du préjudice causé à ce procès. Le préjudice qui n'est peut-être pas visible et manifeste est tout à fait insidieux. Est-ce que l'accusation a essayé de trouver ces personnes puisqu'elles disposaient de leur nom? Et s'ils l'ont fait, est-ce qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites? Et si les déclarations ont été faites, est-ce qu'elles ont été communiquées à la défense? Est-ce que ces déclarations ont été vérifiées pour assurer qu'elles soient bien cohérentes et est-ce que cela a été fait de façon continue afin de déterminer s'il y avait des incohérences entre les différentes déclarations et entre les différents moyens de preuve qui ont été présentés par l'accusation ici? Si ces incohérences existaient, est-ce qu'il y a des demandes qui ont été faites à la source de l'information pour une divulgation exceptionnelle à la défense pour assurer le respect de l'article 67.2? Ou est-ce que l'accusation n'a tout simplement diligenté aucune enquête sur la base de ces informations? Est-ce qu'elle n'a effectué aucun entretien de ces personnes? Et si elle ne l'a pas fait, pourquoi pas? Vous savez, il y a un accès inégal à ces informations et lorsque l'on prend en considération la charge, on se rend compte que cela milite contre l'accusé. Il ne s'agit pas tout simplement de vous indiquer quel est le potentiel, comment est-ce que sur le terrain cela peut avoir une incidence sur l'équité des enquêtes, sur l'égalité des enquêtes, sur l'égalité de ce qui se passe ici. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas véritablement vous présenter. Mais ce qui est important, par contre, c'est que les règles existent pour nous protéger contre ce genre de choses. Et lorsque les règles sont violées dans une telle mesure, et je vous dis que cela se passe de façon considérable, nous parlons d'une grande partie de victimes et de sources qui nous ont dit, ou qui avancent, qu'elles avaient moins de 15 ans, et cela est 17 fois plus le cas que le nombre d'enfants soldats qui sont venus témoigner ici dans le prétoire. Alors la position de la défense au sujet du témoin P46 n'a pas été bien présentée mardi. Il a été suggéré que nous avions avancé qu'elle avait menti et qu'elle s'était coordonnée avec d'autres personnes pour raconter des mensonges. Et cela n'est pas vrai. La défense n'a jamais d'ailleurs donné cette impression. Ce qu'avance la défense, c'est que sa soi-disant vérification d'âge consistait tout simplement à demander à d'autres personnes quelle était leur opinion au sujet de l'âge d'autres
d'autres personnes et que une deuxième opinion a été recherchée dans très très peu de cas, pour autant que cela est indiqué dans le document, ou comme cela est indiqué dans le document. Il y a, lorsque l'on voit les informations au sujet de l'affiliation avec le FPLC, ce sont des informations par oui-dire, et non seulement par oui-dire, mais il s'agit d'informations tout à fait anonymes pour la défense et pour les juges. Cela nous donne une valeur probante qui est absolument nulle, et l'on ne peut pas utiliser cela pour se prononcer. Je vais maintenant parler des éléments de preuve vidéo. Hier, l'accusation vous a montré certains extraits vidéo bien sélectionnés parmi ceux qu'ils ont versés au dossier. Sans doute ceux qu'ils considèrent comme étant les plus probants pour montrer qu'il y avait des personnes de moins de 15 ans au sein du FPLC. Et bien sûr, en se concentrant d'abord sur les personnes en uniforme. Et on a attiré votre attention, si vous vous rappelez bien, sur deux personnes qui étaient assises à l'arrière d'un camion avec des couvre-chefs. Une personne qui rentrait dans un véhicule blanc à Wampara et une autre personne que l'on voit pendant un bref instant, dont on ne voit pas le visage et dont on évalue la taille et l'apparence par rapport aux autres personnes qui sont autour de lui et rien d'autre. Alors, vous pouvez avoir une certaine impression, une certaine intuition quant à l'âge que ces personnes pourraient avoir, mais il faut quand même, juste après, se poser la question suivante. La question qui, d'après nous, reflète bien la norme d'administration de la preuve qui est: serait-il non raisonnable de dire que ces personnes auraient 15 ans ou plus? C'est tout ce qu'on vous demande. Donc il faut que vous vous posiez cette question et que vous y répondiez au-delà de tout doute raisonnable. C'est le test et c'est le seul test qui vous incombe. Alors regardez maintenant les photos que vous avez à l'écran, qui sont bien sûr beaucoup plus claires, beaucoup plus précises, bien moins floues que tout ce que vous avez à montrer l'accusation. Alors votre réaction, c'est oh la plupart, tous ces visages appartiennent à des personnes qui ont plus de 15 ans. Sans doute. Mais les normes juridiques applicables pour demander l'asile demandent qu'il convient que ces personnes n'aient pas plus de 17 ans. Donc on vous demande à vous de faire une estimation en vous basant sur une vidéo assez floue, rapide, et c'est bien différent quand même que ce qui se passe dans une demande d'asile où la personne est vue en vrai, où les photos sont bonnes et où la personne doit répondre à des questions et où on peut enfin décider quel âge il peut avoir. Alors, il faut faire, je vous demande de faire attention. Vous n'avez pas vu ces personnes en personne, n'est-ce pas? Ces personnes qui auraient eu moins de 15 ans. En plus, ils ne sont pas du même la même appartenance ethnique que nous. Et dans une affaire américaine, une affaire au Royaume-Uni, sans prendre l'interprète, le fait que l'on doive estimer l'âge d'une personne d'une ethnie différente rend les choses encore plus difficiles. Et qu'il faut donc être encore plus prudent. Alors, dans l'affaire et dans le contexte des demandes de droit d'asile, on ne demande pas la preuve. La preuve n'est pas la même, et ce n'est pas la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Alors que maintenant, vous allez devoir décider, au-delà de tout doute raisonnable, si cette personne doit être envoyée en prison. Et vous allez devoir vous baser sur un clip de 2 secondes, voire moins, extrêmement flou, où on voit à peine le visage d'une personne, parce que soi-disant, cette personne aurait
enrôler des enfants soldats et les aurait employés. Alors, vous ne pouvez pas faire une détermination sur l'âge de ces personnes en vous basant sur les vidéos qui vous ont été montrées. Voilà ce que nous vous avançons. Mais surtout, ce qui est encore plus important, c'est le fait qu'on ait pris ces 4 individus parmi tous les éléments de preuve dont disposait l'accusation. Quand on sait qu'il y avait tant et tant de soldats du FPLC en uniforme, puisque dans les vidéos on en voit énormément, on voit bien si nous réussi à en trouver que 4, c'est que ce n'était pas une armée d'enfants. C'est qu'il devait y avoir quand même un critère d'âge qui était appliqué. Et ceux qui avaient l'air d'avoir près de 15 ans n'étaient pas enrôlés au sein du FPLC dans le cours normal des événements, contrairement à ce que voudrait vous dire l'accusation. Il y a quelques exceptions isolées qui en fait sont l'exception à la règle. La règle étant que le FPLC appliquait les critères d'âge normaux aux fins de garantir qu'il n'y ait pas d'enfants soldats dans leur rang. L'accusation voudrait que vous écartiez ce problème ou que vous le minimisiez et en déclarant ce que vous voyez à l'écran en ce moment. Et de notre avis, ils essaient de renverser tout simplement la charge de la preuve. Ils veulent... Et ils vous disent ce qui suit. Certes, il n'y a pas énormément de personnes qui ont l'air d'avoir moins de 15 ans, mais il y en a énormément qui semblent avoir de 15, 16, 17 ans, etc. Mais c'est vrai, forcément, avec les lois de la statistique et les lois des grands nombres, on est certain qu'il y en a qui ont moins de 15 ans. Mais ce n'est pas la façon correcte de raisonner. On ne peut pas raisonner de la sorte pour en déduire qu'il y avait des personnes qui ont moins de 15 ans. Et d'ailleurs, implicitement, l'accusation sait que la plupart des gens qui sont sur les vidéos ont bien plus de 15 ans, ce qui est beaucoup plus plausible. Maintenant, parlons des éléments de preuve documentaires. Et je vais maintenant parler du document présenté par M. Adoubango. Document sur lequel on s'est énormément appuyé dans l'affaire Lubanga. Et donc, depuis le début de cette affaire, l'accusation savait très bien qu'elle allait aussi compter sur ce document. Mais que dit ce document? Eh bien, il est écrit qu'un programme a été initié en faveur des enfants soldats âgés de 10 à 15-16 ans. Donc l'accusation vous affirme qu'il s'agit d'une déclaration qui détermine quel était l'âge des personnes et des enfants recrutés au sein du FPLC. Étant donné que c'est M. Adoubango qui a écrit la lettre et qu'il faisait partie du FPLC, on lui donne une importance spécifique parce que c'est une déclaration qui va contre son intérêt finalement et qui est contemporaine. Donc l'accusation y accorde énormément de valeur. Mais il y a des choses que vous ne savez pas. Vous ne savez pas si M. Adoubango s'est rendu un jour ou l'autre dans un camp de FPLC. Vous ne savez pas qui a initié ce fameux programme dont il parle. Et d'après nous, vous ne savez même pas pourquoi il a décidé de choisir cette fourchette d'âge. Est-ce qu'il essayait de dire quel était l'âge des recrues du FPLC ou alors qu'il essaie d'éviter que l'on dise que toute personne d'un groupe armé puisse être exclue du fait de son âge? Il faudrait peut-être maintenant se pencher sur d'autres documents.
Et nous considérons que c'était à l'accusation de poser ces questions afin d'éclairer un peu le sujet. Elle aurait dû le faire en posant des questions aux témoins sur cette même personne, en citant cette personne à la barre éventuellement aussi. Alors, nous ne sommes certainement pas en train de dire que les règles habituelles de l'authentification des documents doivent s'appliquer ici, mais vous avez quand même besoin d'informations. Vous devez savoir qui a rédigé le document, dans quel but et sur quoi ils se sont basés pour rédiger le document. Surtout lorsqu'il s'agit d'un document essentiel sur lequel compte une partie. Or, nous considérons que ce document peut être interprété de bien d'autres façons. C'est un document qui fait partie d'une série de documents qui parlent de la démobilisation, mais non pas du point de vue du FPLC, mais de la démobilisation qui a lieu dans d'autres groupes armés et dans des groupes d'autodéfense. Nous savons que ces forces d'autodéfense ont perduré, même après la mise sur pied du FPLC, et que parfois le FPLC les trouvait fort difficiles à gérer. Et on voit ici un document de Kisambo du 30 octobre 2002. Donc c'est document envoyé au sous-commandant disant dès à présent vous devez désarmer tous les enfants de moins de 18 ans. Et cela même dans les forces d'autodéfense. Et ça c'est ensuite 10 décembre 2002. Document de Thomas Lubanga cette fois-ci. Veuillez s'il vous plaît montrer aussi la deuxième page. On voit que le 10 décembre, Thomas Lubanga s'inquiète du grand nombre d'armes qui circulent au sein de la population civile et qui, d'après lui, est dangereux. Demande donc à ce que ces armes soient enregistrées dès que les municipalités auront été pacifiées et que les conflits d'intérêts auront été supprimés. Ensuite, 10 janvier 2003, c'est encore l'UPC qui demande que le comité de paix soit dissous. En effet, il ne cadre pas avec la philosophie et le programme de pacification de l'UPC-RP et qu'il risque de porter atteinte aux objectifs que s'est assigné l'UPC-RP. Et ça, c'est un document qui date donc du 10 janvier 2003, qui montre bien que les forces d'autodéfense existaient dans une certaine mesure en tout cas, et que l'UPC et le FPLC essayaient de désarmer ces groupes, au moins de les contrôler dans une certaine mesure, et qu'il y avait bel et bien un besoin de programme de désarmement afin d'atteindre ces objectifs. Alors dire de but en blanc que le document Adebango est un document factuel qui décrit les choses telles qu'elles sont, qui décrit qu'au sein du FPLP, il y avait des enfants qui avaient entre 10 et 15 ans, eh bien c'est une façon d'interpréter le document, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la seule interprétation raisonnable. Or, souvenez-vous, c'est le norme d'administration de la preuve qui est très élevé et qui vous incombe. Nous considérons donc que vous ne pouvez compter sur ce document uniquement pour prendre votre décision. Je suis sûre, bien entendu, que l'accusation va répliquer à cet argument. Mais il y a, pour dire qu'il y a d'autres éléments de preuve qui confirment qu'il y avait des enfants de moins de 15 ans ou qui pourraient suggérer qu'il y avait des enfants qui auraient moins de 15 ans au sein du FPLC et que donc là, en vous montrant ce document, on vous a montré qu'un atout qui n'est pas l'atout majeur du jeu. Mais non, nous considérons que cette façon de penser et de présenter les choses est erronée. Vous devez prendre en compte la totalité des éléments de preuve. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que chaque carte que l'on tire du jeu a exactement la même valeur.
Et je le dis parce que nous devons compter sur le principe de corroboration. Pour corroborer les choses, il faut qu'il y ait une certaine convergence des faits qui doivent être démontrés et un certain degré d'indépendance des sources. Donc on ne dit pas que ce n'est qu'une question de degré, que ce n'est qu'une question de fait. Nous ne disons pas non plus que vous n'avez pas énormément de latitude lorsque vous allez évaluer les éléments de preuve. Bien sûr que non. En revanche, voici ce que nous disons. Si vous examinez les choses en disant est-ce que cela prouve les charges, est-ce que le document de P46 prouve la charge, eh bien là c'est une erreur parce que vous laissez tomber le critère essentiel qui est d'analyser la preuve en se basant sur la valeur probative et l'apparence de fiabilité des pièces individuelles. Et donc, selon nous, ce document Adubango, ne peut pas être pris en compte. En effet, il n'est pas corroboré de façon utile. Il n'est pas corroboré par les faisceaux de preuves qui l'entourent. Et donc, on ne peut pas compter sur ce document pour dire qu'il y avait des enfants, par exemple, de 10 ans au sein du FPLC. Maintenant, passons à ce que savait M. Ntaganda à propos d'enfants qui auraient eu moins de 15 ans au sein des rangs du FPLC. Et la page 31, mardi, l'accusation semble dire qu'il a été fort incohérent dans son témoignage. Le 27 juin, il avait dit que pour savoir l'âge des sujets, on évaluait leur apparence d'un coup d'œil sans leur demander leur âge, alors qu'après l'été, après la pause de l'été, il a changé son fusil d'épaule et il a dit que l'évaluation se faisait fort différemment. Ce que l'accusation ne sait pas, c'est que le lendemain du 27 juin, avant les vacances d'été, donc, M. Ntaganda a développé les explications qu'il donnait à propos des tests qu'il faisait passer aux futurs recrues. Et c'est à la transcription 214, page 33, ligne 12, transcription anglaise. Et ce qui montre bien qu'il n'a pas eu tout l'été pour mûrir sa réponse. Et je vous invite à regarder sa réponse du 28 juin parce que il explique de façon très spontanée comment on peut bien trouver l'âge d'une personne d'après une évaluation physique. Il est suggéré qu'il est implausible qu'une recrue puisse se présenter sans connaître son âge ou en donnant un âge erroné. Et j'attire votre attention sur le paragraphe 31 et 32 de mémoire sur les enfants soldats. Je suis certain que vous l'avez lu. Et je fais référence ici à une loi électorale. L'agent inscrit celle qu'elle croit l'être. Donc je répète en français, si la personne ne connaît pas la date exacte de la naissance, pas seulement la date, l'année exacte de la naissance, eh bien c'est à l'officier d'état civil de faire une évaluation visuelle. Donc c'est tellement courant dans cette région que ça a été inscrit dans la loi maintenant. L'officier d'état civil peut tout simplement le faire visuellement. Et l'accusation vous a dit mardi, à la page... mardi en tout cas, que 13 témoins avaient vu M. Ntaganda employer les enfants soldats d'une façon ou d'une autre. Ils n'ont pas été identifiés, ces 13 personnes. J'imagine que l'un, c'est... P91 qui a dit que les gardes du corps de M. Ntaganda semblaient avoir 13 à 14 ans ou 14 à 15 ans. Certains auraient dit qu'ils avaient peut-être 14 à 15 ans. Et puis P290 a dit que certains individus n'ont pas pu être acceptés à l'instruction et avaient à peu près 15 ans.
Et il a visiblement oublié de... Ils ont oublié de parler du témoignage de D17 qui disait que aucun des gardes du corps de M. Taganda n'avait moins de 16 ans ou 17 ans. Et puis le témoignage de D251 qui a dit que l'escorte la plus jeune avait 16 ans. Et puis, on parle aussi toujours d'enfants en mettant dans le même sac que ceux qui ont plus ou moins de 15 ans. Et cela a été le cas d'ailleurs pendant tout ce procès. Nous vous demandons de faire très attention lorsque l'on utilise ce terme enfant de façon aussi générique. L'accusation a aussi dit mardi, et je cite, « L'accusé a aussi admis à des représentants officiels des Nations Unies et à un chercheur qu'il savait qu'il y avait des enfants au sein de l'UPC. » C'est absolument faux. À moins que lorsque vous interprétez le mot « enfant », vous preniez en compte toute personne de moins de 18 ans. Parce que c'est ce que montrent les éléments de preuve de P315. Et l'accusation se réfère à P31, mais son témoignage est contradit par P46. En effet, c'est la personne à qui P31 qui a dit que M. Ntaganda parlait, et P46 dit que ce n'est jamais arrivé. Et puis elle a aussi le témoignage de P109 avec M. Ntaganda qui serait rentré dans une classe à Muzipela. Là, c'est totalement contredit par D57 et il n'y a aucune corroboration. Donc c'est à vous de voir si cela a jamais existé. Maintenant, Wampara, la vidéo des personnes qui sont en habit civil. L'accusation là a utilisé un pot pourri des termes employés par M. Lubanga pour dire que toute personne de l'Assemblée devait être prête à partir à l'instruction. Mais les mots exacts de M. Lubanga ne peuvent pas être utilisés comme pour en tirer une déduction. Cette déduction ne contredisent absolument pas le récit de M. Ntaganda et de D80. Donc ces personnes venaient juste d'arriver à Rwampara, qu'ils avaient juste été informés qu'ils ne pourraient pas suivre la formation. Et même P30 a confirmé que certains de ces individus qui étaient là, et je cite, étaient des civils qui voulaient nous noyer, nous inonder. Fin de citation. Et ça, c'est donc DRCOTP 2054-2951 à la page 2981. Paragraphe 33 maintenant de la réplique de l'accusation semble aller encore plus loin que cela, en disant toutes les personnes se trouvant au camp de Wampara étaient soit soldats, soit recrues. Et Ntaganda a témoigné à ce propos d'ailleurs. Fin de citation. Mais à nouveau, c'est une déformation des éléments qui vous ont été présentés. Madame, Messieurs les juges, regardez la note de bas de page 142 et vous verrez exactement ce sur quoi s'est basée l'accusation pour énoncer un tel propos. Et vous verrez que c'est moi qui ai raison. Ensuite, l'accusation semble suggérer que la vidéo de Wampara montre bien que M. Ntaganda accepter tout le monde au sein du FPLC, nous considérons que ce n'est pas une déduction raisonnable que l'on puisse faire en se basant sur les informations qui vous ont été présentées. En tout cas, vous ne pouvez certainement pas en juger au-delà de tout doute raisonnable. Ensuite, M. Ntaganda a bel et bien dit qu'il avait qu'il était au courant de ce qui se passait en matière de formation au FPLC, ce qui ne signifie pas qu'il était au courant de tous les détails concernant toutes les recrues, de tous les centres de formation et de toutes les unités à tout leur niveau du FPLC. Donc ça aussi, il faut que vous le preniez en compte. Et enfin, sur les enfants soldats, maintenant, quel est le statut du jugement Lubanga en l'espèce? Vous savez très bien que, au titre de l'article 21, cela n'a aucune pertinence, ce n'est pas contraignant. Vous n'avez même pas besoin de suivre la moindre consigne. Et bien sûr, dans
ce procès, toutes les parties se sont plongées avec délectation dans le jugement Lubanga. Mais j'ai une chose à dire à propos du procès Lubanga. Lorsque l'on lit le jugement en première instance et l'arrêt, on voit bien que les éléments de preuve ont été présentés et ont émergé bien différemment là-bas qu'ici. Et vous devez donc évaluer les éléments de preuve qui vous ont été présentés dans cette chambre de façon avec un esprit vierge, sans penser à ce qui s'est passé dans l'affaire Lubanga. Et l'arrêt Lubanga, d'ailleurs, a bien explicité qu'elle appliquait un standard la norme de déférence habituelle qui doit être appliquée d'une chambre d'appel à chambre de première instance, qui signifie que la chambre de premier appel aurait très bien pu demander un acquittement ou une condamnation. Mais en tout cas, qu'elle a considéré que le jugement en première instance était correct en matière de constatation. Maintenant, passons à la deuxième attaque, Monsieur le Président. Alors, d'abord les faits. Dans les circonstances normales, il est évident que lorsqu'on a à peu près 12 témoins pour un événement comme le massacre de Wadza, eh bien, avoir une douzaine de témoins, cela devrait suffire pour prouver quelque chose au-delà de tout doute raisonnable. Mais les éléments de preuve qui vous ont été présentés étaient entachés d'anomalies. Les éléments de preuve médico-légales, tout d'abord, qui ont montré qu'il n'y avait pas de blessure par arme coupante. Ce dont on s'est rendu compte lors de l'exhumation des corps, contrairement à ce qu'avaient dit les témoins qui avaient dit avoir vu les personnes être exécutées à la baïonnette ou à la machette. Ensuite, l'origine même des photos est assez étrange. Il y a beaucoup d'incohérences en matière de nombre de victimes, d'après ce qu'ont raconté les témoins, et aussi d'après les restes humains trouvés sur site. Le contact très étroit entre les témoins aussi, les uns avec les autres. Et le fait, il est certes vrai qu'il y a à un moment un vêtement qui ressemble énormément à un autre vêtement qui aurait été exhumé à KOB1, mais il faut dire quand même que c'est le seul vêtement qui est vraiment distinctif et repérable. Et dans cette photographie de la bananeraie où l'on a trouvé les charniers. Mais imaginons qu'il y a eu, mais même en acceptant qu'il y ait eu un massacre à Ouazda, c'est un massacre qui aurait eu lieu de toute façon lors du dernier jour de l'opération en cours. Ce ne fait pas du tout partie d'une série de massacres systématiques et généralisés. Le procureur voudrait vous le faire croire en se basant sur le témoignage de P863 à propos du massacre de 6 individus à l'hôpital de Bambou. Mais nous considérons que l'accusation n'a donné aucune explication pouvant expliquer pourquoi 843 aurait négligé de parler d'un massacre aussi atroce dans ses premières déclarations à l'accusation. Et pourquoi aucun élément de preuve médico-légal n'a été présenté par le biais de 863, alors qu'il avait pourtant identifié les lieux par rapport à l'hôpital de Bambou, où d'après lui, ces victimes auraient été enterrées. Et la vidéo et les images présentées à propos de la politique de la terre brûlée à Lipri ne sont pas vraies. Lipri semble encore intacte, malgré tout ce qu'a dit P172. Et malgré le fait que P17 ou P317 aurait dit que Lipri avait été totalement détruit
Or, on voit des photographies qui montrent à nouveau les mêmes incohérences entre ce que l'on voit sur la photo et ce que racontent des témoins. Ensuite, mardi, l'accusation a essayé de vous donner des informations à propos de la réduction en esclavage sexuel et des événements qui pourraient donner lieu à une condamnation. Mais tout d'abord, la notification n'a pas été suffisante. Et puis, les 3 personnes que 790 a soi-disant entendues pourraient très bien être P18, P19 et 133, ce qui signifie que l'accusation demande donc une condamnation, mais pour un même événement, puisque c'est quelque chose... Quand P790 dit qu'il a entendu 3 personnes, il a très bien pu entendre 18, 19 et 133. Ensuite, donc, les éléments de preuve de la seconde attaque ne montrent absolument pas qu'il s'agissait d'une opération de terre brûlée. Au contraire, c'était une opération légitime contre des objets militaires légitimes. Et même s'il y aurait bel et bien eu un crime à Ouadza le dernier jour de l'attaque, cela ne change pas le tableau général qui est qu'il n'y avait pas de campagne systématique. J'en ai terminé et maintenant je rends la parole à Maître Bourgon, le président. Maître Bourgon, vous avez la parole. Maître Bourgon, merci Monsieur le Président. Alors, il nous reste 60 minutes et je vais vous parler de la crédibilité des témoins, de la responsabilité ou de la responsabilité alléguée de Monsieur Taganda en application de l'article 25 et je vous parlerai également de l'article 28. Je souhaiterais pouvoir avoir la main pour que nous puissions faire fonctionner notre présentation PowerPoint. Le président, Madame la greffière d'audience, je vous en prie. Maître Bourgon. Alors, il y a 3 questions qui portent sur la crédibilité des témoins. Premièrement, les facteurs applicables. Deuxièmement, les témoins privilégiés. Et, bien entendu, troisièmement, les témoins du bureau du procureur. Alors, le comportement dans le prétoire, c'est une considération importante qui permet aux juges d'évaluer la crédibilité des témoins. Mais il y a d'autres paramètres qui permettent de déterminer la fiabilité des éléments de preuve fournis par les témoins. Tous ces paramètres ont été énoncés dans notre mémoire de clôture de la défense, tout comme dans notre réplique. Et en quelques minutes, je vais m'intéresser à certains des critères que nous énonçons. Premièrement, le rôle du témoin. Le rôle du témoin est extrêmement important. Et je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, car en fonction de sa position et de son ancienneté, un témoin peut s'attendre ou ne pas s'attendre à avoir certaines informations. Par exemple, un témoin peu gradé ou un témoin jeune, on ne s'attend pas de la part de ce témoin à ce qu'il ait été informé de conversations, de plans de discussion auxquels participaient des officiers haut gradés. Est-ce que cela signifie que ce n'est pas possible? Non, bien sûr que cela est possible, mais c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Prenons le témoin P907. Il a très peu d'antécédents militaires. C'est un garde du corps. Si un témoin tel que le témoin P907 témoigne à propos de choses qui ne sont pas du ressort d'un garde du corps, cela doit attirer l'attention du juge du fait et l'on peut se demander comment ces informations ont été obtenues par le dit témoin. Est-ce qu'il est normal qu'un tel témoin dispose de ce type d'informations? Dans le cas du témoin P907, la situation est assez différente. Elle est différente de la situation du témoin D17, qui était également garde du corps, mais qui était un garde du corps qui travaillait de très près, premièrement, avec un individu répondant au nom de Safari, deuxièmement, avec un individu qui répond au nom de Bosco Taganda.
Le deuxième facteur qui doit être pris en considération est le facteur de corroboration. L'accusation nous explique dans son mémoire de clôture que la corroboration n'est pas une exigence. Et elle a raison lorsqu'elle le dit. Ce n'est pas une exigence ou un critère juridique en soi. Mais lorsque le témoignage d'un témoin soulève des questions et soulève surtout un doute, lorsqu'il y a des questions qui sont posées, lorsqu'on ne comprend pas le témoignage, alors là, la corroboration c'est la clé de la solution. Et en l'absence de corroboration, très souvent, le juge du fait aboutira à la conclusion que les dits éléments de preuve ne sont pas fiables. Lorsqu'un témoin est la seule personne à fournir des éléments de preuve à propos d'un sujet très très précis, cela doit attirer l'attention du juge du fait pour qu'il exerce une certaine circonspection au sujet de ce témoignage. Par exemple, le témoin P17 était le seul témoin qui a témoigné à propos d'ordres qui auraient été donnés par Bosco Ntaganda pour tirer sur les civils à Sayo. Lorsque nous prenons en considération le contexte de cet élément de preuve et le fait que c'est le seul témoin à avancer cet élément de preuve, cela doit aboutir à un doute. Le témoin P904, 894, se reprend l'interprète. C'est le seul témoin à avoir indiqué qu'il était présent dans un groupe de personnes et c'est là que M. Ntaganda n'a pas commis un crime, n'a pas commis 2, 3 crimes et 4 crimes devant lui et qu'il aurait crevé les yeux de quelqu'un qui se trouvait devant lui et qu'il aurait continué la conversation avec l'homme dont les yeux avaient été crevés, qui lui disait « Mais pourquoi est-ce que vous me faites ceci ?» Et cette personne aurait vu cela pendant tout ce temps-là et il aurait pu partir sans que personne ne lui pose la moindre question à propos de ce qu'il aurait vu. Ce type d'information doit absolument être corroboré, Monsieur le Président. Et cela nous amène à parler d'une question encore plus importante en matière d'évaluation de la crédibilité. C'est la plausibilité, la vraisemblance. Qu'est-ce que la plausibilité? Eh bien, il y a un critère qui est important, Monsieur le Président, un critère qui est tout à fait accepté. C'est une décision de la Chambre d'arrêt en British Columbia. Alors, il y a un critère qui est suggéré pour que l'on essaie de déterminer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et je dois vous donner lecture de ce critère. En un mot comme un sang, lorsque un témoin relate quelque chose, le véritable critère pour déterminer la vérité passe par l'harmonie avec la prépondérance des probabilités qu'une personne informée pourrait reconnaître facilement comme étant raisonnable dans ce lieu et dans ces conditions. Si l'on reprend ce critère et que l'on l'applique aux éléments de preuve fournis par de nombreux témoins, on ne peut aboutir qu'à la conclusion que leurs éléments de preuve ne sont ni fiables ni plausibles. Mais ce qui est important, et c'est cela qui est au cœur du problème, Monsieur le Président, c'est de savoir ce que nous faisons avec un témoin qui fournit des éléments de preuve dont certains sont fiables et d'autres ne sont pas. Est-ce que cela est possible? Oui. Est-ce que cela est acceptable? Oui. Mais comment est-ce qu'on peut le déterminer? Nous, ce que nous disons, c'est que lorsque un témoin est pris sur le vif et qu'il est en train de mentir, ne serait-ce que parce qu'il a proféré ce mensonge, il faut absolument que le juge du fait soit très très prudent lorsqu'il évalue l'ensemble de la déposition du témoin. Alors dans des affaires telles que celle-ci, lorsque nous avons des témoins qui ne témoignent pas à propos d'un seul événement, mais ils témoignent à propos de multiples événements qui se sont déroulés pendant une longue période de temps, il est possible parfois qu'un témoin mente ou donne de faux témoignages à propos d'un sujet et qu'il dise la vérité à propos d'autres sujets. Cela peut tout à fait se passer. Et il revient au juge du fait de déterminer les éléments qui sont exacts et ceux qui ne le sont pas. Cela fait partie de son devoir. Mais il y a quand même une considération qui est importante et qu'il ne faut pas perdre de vue, à savoir lorsque un témoin ment ou invente des éléments à charge. Voilà où se situe la différence. Lorsqu'un témoin invente des éléments de preuve à charge,
il faut savoir que tous les éléments de preuve à charge qu'il a fournis par la suite ne peuvent pas être considérés comme fiables. Pourquoi? Parce que si je mens à propos d'un sujet et que j'accuse M. Taganda d'une certaine chose et que cela n'est pas vrai, et que je dis également que oui, mais j'ai témoigné à propos de 5 autres sujets, il n'est tout simplement pas possible de déterminer où se situe la part de vérité. Et cela doit être absolument rejeté, parce que inventer des éléments de preuve, c'est le pire scénario pour un témoin. Et Monsieur le Président, c'est quelque chose qui doit orienter la Chambre de première instance dans son analyse des éléments de preuve. Je vais maintenant passer aux témoins privilégiés. Nous avons mentionné dans notre mémoire de clôture un certain nombre de ces témoins qui ne sont pas fiables. Par exemple, j'ai une liste, le 907, le 768, le 17, le 963, le 901, le 55, le 10 et le 190, ainsi que le 16. L'accusation a fait état de 16 témoins privilégiés, témoins du premier cercle. Nous disons qu'il y a plus de la moitié qui n'ont pas fourni d'éléments de preuve à charge. Et je pourrais d'ailleurs ajouter des noms à cette liste. Ça, c'est la liste principale à laquelle la Chambre de première instance doit accorder une attention toute particulière. Et Monsieur le Président, je dois ajouter quelque chose. Lorsque vous avez 2 témoins non fiables, cela ne vous donne pas un témoin fiable. C'est pas de la mathématique dont il est question. C'est pas ainsi. C'est pas parce qu'il y a 2 négatifs que l'on obtient un positif. Les choses ne fonctionnent pas comme cela ici. Et nous disons que tous ces témoins ont présenté des éléments de preuve à charge faux et de ce fait, leur témoignage doit être complètement rejeté. Alors j'aimerais reprendre par exemple le témoignage du témoin P907. Nous avons identifié la façon dont le témoin P907 était dans un premier temps un témoin à décharge potentielle et pour se retrouver témoin à charge. Je n'en dirai pas plus sur la question, mais le fait est que le comportement et le témoignage du témoin P907 qui nous a expliqué comment il a participé aux premières tentatives du FPLC pour aller à Mongwalu et à la deuxième tentative du FPLC pour aller à Mongwalu, son témoignage à ce sujet, lorsque vous considérez le contre-interrogatoire, n'est tout simplement pas crédible, n'est absolument pas plausible et on ne peut y accorder aucun poids, tout simplement. J'aimerais vous rappeler que le témoin a témoigné qu'il était avec M. Taganda, qu'il avait combattu à Mongwa juste avant la deuxième tentative du FPLC de se rendre à Mongwalu. À ce moment-là, les troupes qui se combattaient à Mongwalu se trouvaient à Lalou, donc ils ne pouvaient pas être à 2 endroits au même moment. Et ce témoin nous a dit également que pour se rendre à cette première attaque du FPLC, il avait tout simplement quitté sa position de garde du corps, sans que personne ne le remarque d'ailleurs, qu'il a participé à l'attaque, qu'il est revenu en prenant un taxi et qu'après avoir pris son taxi, il a réintégré son poste de garde du corps et personne ne lui a pas posé une seule question. Monsieur le Président, lorsque vous lisez ce type d'éléments de preuve et que vous y appliquez le critère que je viens de vous citer, il est absolument évident et manifeste que cet homme n'a pas participé aux 2 tentatives d'attaque du FPLC sur Mongwalu. Le témoin P907, en revanche, est un témoin qui a été chassé de Mongwalu. Il sait quelle était la situation qui prévalait à Mongwalu et il l'a décrite. Là, vous avez donc des éléments à décharge, parce qu'il était présent, et nous savons qu'il était présent dans ce lieu. Et il a décrit les conditions dans lesquelles les gens qui se trouvaient sur place, j'allais utiliser un terme. Maître Bourgon s'interrompt. I was looking for the word. Non, je cherchais un terme. Bon, c'est si horrible.
que j'en oublie le terme. Ah oui, il y a eu des scènes de cannibalisme à Mongwalu. Il a décrit cela. Il a décrit comment des membres de sa famille ont été mangés à Mongwalu. Donc il a témoigné à ce sujet parce que cela s'est passé. Et ça, c'est fiable comme élément de preuve. Parce que c'est la raison pour laquelle Thomas Lubanga a demandé au FPLC de se rendre à Mongwalu. Je reviens maintenant au témoin P768. Il y a tellement de problèmes avec ce témoin que je ne sais même pas par où commencer. Mais ce que je vous dirais par contre, c'est que lorsque nous avons étudié, nous avons envoyé le mémoire de clôture de la défense et lorsque nous avons répondu au mémoire de clôture de l'accusation, vous verrez qu'il y a bon nombre de questions qui ont été soulevées. Antipersonnel. Alors voilà, ça c'est un témoin qui témoigne. Il dit, j'étais à Mongwalu, j'ai entendu que Monsieur Taganda à la radio disait qu'ils allaient placer des mines. Les mines sont disposées et placées partout dans Mongwalu. Les mines ont tué de nombreux civils, hein, des femmes, des enfants. Ceux qui sont touchés par les mines m'appellent et je viens les chercher avec ma voiture parce que je suis la seule personne à avoir une voiture. Donc je vais chercher les victimes, je les amène à l'hôpital. C'est une situation épouvantable. Je demande à M. Taganda d'enlever les mines, ce qu'il refuse de faire. Ça, c'est quand même un élément de preuve à charge et très important. Mais ce témoin, il a tout oublié jusqu'à la veille de son procès. Il a dit oui, mais j'avais autre chose en tête. Ça, c'est un témoin, Monsieur le Président, qui s'est porté volontaire pour être témoin. Son objectif était de présenter des moyens à charge. C'était ça son but. Et il a oublié cela. Et cela, il s'en souvient la veille de sa déposition. Et dans notre mémoire de clôture, nous avons dit l'accusation n'a pas pu résister et a placé cela, a fait verser cela au dossier. Mais est-ce que quelqu'un peut douter de ce fait? Est-ce que l'on pourrait oublier cela et est-ce qu'on pourrait s'en souvenir juste la veille du procès? Moi, j'en doute fort, Monsieur le Président, surtout qu'il est le seul dans ce cas. Personne d'autre ne parle de mine antipersonnelle à Mongwalu. Il n'y a aucune aucun indice, aucun dossier sur des victimes qui auraient été tuées par des mines antipersonnelles à Mongwalu. Personne n'a parlé des mines qui avaient été placées au niveau de toutes les voies d'accès sur Mongwalu. Donc d'où cela vient? C'est évident que cela a été forgé de toutes pièces. Et un témoin qui forge ainsi des éléments de preuve ne peut pas dire la vérité lorsqu'il s'agit d'éléments de preuve à charge. Et je pourrais poursuivre en parlant du témoin P768. Bon, je vais mentionner autre chose. J'en ai déjà parlé hier. Les éléments de preuve au sujet de NZB. Il y a une opération du FPLC et les opérations du FPLC n'envisageaient pas d'action à NZB. C'est le seul témoin qui parle de NZB. Et d'où est-ce que cela vient? Même lorsque
l'opération de Sayo. Alors probante au sujet de l'Itourie couverte de sang, l'Itourie et la malédiction de l'or, etc., etc. Ils parlent de l'événement dans l'Église, mais ils ne fournissent pas les détails qui ont été fournis par le témoin P17. La question de l'Église est mentionnée, bon, on en parle dans un rapport, puis après cela est repris dans un autre rapport, et ce que nous disons, c'est que c'est là où le témoin P17 a pu trouver ces informations, parce que c'est le seul qui en parle et ce n'est tout simplement pas plausible lorsque l'on prend l'ensemble de sa déposition. Le témoin P17 a également dit qu'il s'était trouvé à l'appartement où il a vu des prisonniers se faire tuer. Nous nous avons expliqué dans le mémoire de clôture de la défense qu'il n'aurait pas pu se trouver à l'appartement avec M. Taganda compte tenu de ce qu'il nous a dit. M. Taganda a quitté Mongwalu. Nous savons quand M. Taganda a quitté Mongwalu. Le témoin P17 ne se trouvait pas là-bas avec lui et nous avons expliqué pourquoi dans notre mémoire de clôture. Et cela n'a pas seulement un lien avec la nomination du commandant du secteur opérationnel sud-est. C'est un événement important, mais encore plus, les éléments de preuve sont tels qu'ils montrent qu'ils n'étaient pas ensemble à ce moment-là. Donc, il l'a inventé de toutes pièces. Il a également dit qu'il avait participé à la deuxième opération du FPLC ou à la deuxième attaque, comme cela est indiqué, nommé dans la charge. Alors, si nous prenons le témoignage du témoin P17, je l'ai déjà mentionné hier, le témoin P17 parle de conversations radio sur VHF entre Kisembo et Salomo. Nous disons que de toute façon, du point de vue technique, cela n'était pas possible, mais il y a également autre chose. Et j'avais essayé de poser des questions aux témoins, mais on m'a empêché de le faire. Est-ce qu'il est vraiment vraisemblable qu'un témoin aille tous les soirs et des entretiens menés par un homme qui avait été en prison? Ce n'était pas vrai, il n'était pas là, Monsieur le Président. Comment est-ce que quelqu'un peut autoriser ce type de témoin à participer ou à assister à ce genre d'entretien? Et d'ailleurs, je vais poser la question. Le témoin P963 est le seul à nous avoir dit que Saloumou avait participé aux négociations de paix. C'est le seul témoin à l'avoir dit. Tous les éléments de preuve fournis par le témoin P963, tous les éléments à charge, j'entends, doivent être écartés. Le témoin P901. Le témoin P901 a été pendant très longtemps très proche de M. Taganda. Le témoin P901 nous a dit que Bosco Taganda était l'officier le plus respecté du FPLC. Le témoin P901 est resté avec M. Taganda ou aux côtés de M. Taganda lorsque de nombreuses personnes ont décidé de rallier l'armée nationale. Il est resté avec M. Bosco Taganda parce qu'il était très proche de M. Taganda. Il a corroboré ce qu'avait dit M. Taganda à bien des égards, ce témoin, et les juges de la Chambre. Et pourtant, son témoignage est fort important, parce que c'est un témoignage qui étaye la thèse de la défense, c'est-à-dire la connaissance éventuelle de crimes qui auraient été des crimes allégués comme étant commis à Kobu n'ont pas été circulés, n'étaient pas connus de beaucoup de personnes en fait. Ensuite P091, j'en ai parlé hier. Alors lorsqu'il parle de M. Ntaganda et
les pillages de Mongwalu et c'est parfaitement implausible. Tout ce qu'il raconte est invraisemblable. P190 maintenant. Mon collègue en a parlé, mais j'aimerais quand même revenir sur un point essentiel à mon avis, c'est-à-dire son témoignage à propos d'un incident de 2004 qui ne fait pas partie des charges. Et il s'agit d'un incident où, selon lui, M. Ntaganda aurait assassiné un observateur de la MONUC. Alors, en contre-interrogatoire, je lui ai tendu des perches au maximum. Je lui ai demandé de donner les détails les plus atroces à propos de cet incident de 2004. Un incident quand même qui est absolument clair parce que cet observateur de la MONUC auquel il faisait référence n'a pas du tout trouvé la mort lors d'un incident, dans cet incident décrit par P190. C'était pas du tout ça. Or, il y avait un témoin qui était prêt à venir pour décrire comment M. Ntaganda avait de sang-froid assassiné, abattu une personne en descendant de son pick-up pour tirer sur l'observateur de la MONUC en le visant bien entre les yeux. Mais tout ça, c'est un tissu de mensonges. Et ce qui montre bien qu'il faudrait plutôt enquêter sur ce témoin au titre de l'article 70. On nous a envoyé cette demande d'ailleurs. On nous a répondu que c'était prématuré et il semble quand même... Enfin, de toute façon, on croise les doigts et on espère bien que l'accusation va enquêter sur ce témoin. Le président. Une minute. Sachez que j'ai dû signer deux ordonnances aux fins d'expurgation parce que vous avez mentionné des détails qui peuvent révéler l'identité des témoins. Alors faites attention. Maître Bourgon, toutes mes excuses. Je vois bien ce à quoi vous faites allusion. J'ai essayé d'être prudent. Je ne l'ai pas été suffisamment et je vais donc redoubler de prudence. Alors P55, qu'en dire? Eh bien, je ne peux que répéter que ce qu'il nous dit à propos des communications téléphoniques par Touraya avec Bosco Ntaganda réduisent à néant son témoignage. En effet, il dit qu'il aurait obtenu des informations par le biais d'un individu de la MONUC et que sur cette base, il se serait entretenu avec M. Ntaganda. Eh bien, nous disons que c'est un tissu de mensonges et rien d'autre. Et je ne vais pas mentionner trop de détails car cela pourrait dévoiler l'identité de cette personne. Je passe maintenant à P16. Donc, je vous ai déjà dit qu'il est parent d'une des personnes qui avait été exécutée pour raison de discipline. Et P16, sachez qu'il n'était pas à Mongwalu, il avait quitté Bunia, il avait quitté aussi son emploi à Mongwalu. Il n'a pas été impliqué dans la deuxième opération visant à ouvrir une route secondaire. Et de toute façon, tout ce qu'il nous a raconté, ce ne sont que des oui-dire. Mais je l'ai déjà dit. Passons au P10. Alors P10, c'est une personne sur laquelle nous avons donné beaucoup de détails. Nous affirmons que c'est une personne qui n'a pas été enlevée par le FPLC. Les éléments de preuve montrent qu'elle faisait partie précédemment de l'APC, qu'elle a menti à propos de son âge. L'accusation d'ailleurs a dit à un moment au cours de la phase préliminaire du procès qu'elle n'avait pas vraiment l'intention d'utiliser P10 comme étant une personne ayant moins de 16 ans. Et puis ensuite, ils ont changé leur fusil d'épaule, visiblement. Mais elle n'a pas participé à la deuxième opération de Mongwalu. Deuxième, c'est-à-dire l'opération de novembre. Et lorsque l'accusation fait référence à au propos de D17, sachez qu'il y a une erreur là. En effet, P10 n'a pas été violé, car, enfin en tout cas, pas dans le... Il semblerait qu'elle dit avoir été violée à un moment où M.
Ntaganda n'était pas là et un endroit où M. Ntaganda n'était pas là non plus. Et ceci a été démontré lors du contre-interrogatoire. Donc, elle a été contredite par un grand nombre de témoins, y compris en ce qui concerne sa présence à Rouen-Parent. Maintenant, je parlerai d'autres témoins de l'accusation, mais rapidement, ils ont déjà été mentionnés par l'accusation. Tout d'abord, le 886. Eh bien, il avait deux versions de son récit, l'un pour l'interrogatoire principal et l'autre lors du contre-interrogatoire. Parce qu'après le contre-interrogatoire, il n'était plus à Sayo, lorsque le FPLC est entré dans Sayo. C'est quand même une grosse différence entre le récit que l'on a lors de l'interrogatoire principal et celui qu'on a lors du contre-interrogatoire. Et ce qui est aussi important, c'est le moment où il serait rentré à Sayo. Alors, témoin 886, c'est le fossoyeur, c'est lui qui récupère tous les corps et qui les enterre. Je ne sais pas ce que j'ai dit là, je n'aurais pas dû le dire. Bon, enfin, donc ce fossoyeur, un incident s'il vous plaît. Le président, écoutez, je pense qu'il ne faut pas tirer l'attention du public sur tout cela, mais on sait où nous en sommes. Maître Bourron reprenant. Donc ce fossoyeur, un incident très révélateur, il a trouvé plusieurs personnes dans le centre, au dispensaire, et qu'il a enterré de ses propres mains. Et ensuite, on a 894. Alors, à part le fait que M. Ntaganda n'est pas inculpé pour l'assassinat d'une personne appelée Youssala, enfin bon, je vous l'ai dit, son témoignage n'est absolument pas fiable. Et maintenant, les témoins doubles. Nous en parlons énormément dans notre mémoire en clôture et nous vous demandons instamment de vous référer au formulaire de demande de participation en tant que victime. Il faut vraiment l'évaluer. Alors, lorsque M. Ntaganda a parlé au début du procès, il a bien parlé des victimes. Car en effet, il y a eu des victimes, et ça, nous ne le nions pas. Mais lorsqu'un témoin, qu'il soit victime ou non, remplit un formulaire afin de participer en tant que victime, ça c'est le A, et ensuite aux fins de comparaître en tant que témoin, eh bien, il faut que la Chambre se penche sur les deux formulaires, celui de demande de participation au procès et celui de demande en tant que victime. Maintenant, responsabilité de M. Ntaganda dans les deux attaques. Je commence par la première. Ce qui est important ici, c'est que lorsque la première attaque a commencé, la défense considère, et nous l'avons expliqué hier, qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune politique au sein de l'UPC-RP, FPLC, aux fins de commettre des attaques contre la population civile. Il n'y avait pas d'attaque en cours tel que visé à l'article 7 contre une population civile, et il n'y avait pas de plan commun aux fins de commettre ces crimes. Donc ensuite, première attaque. Donc, M. Ntaganda a été nommé commandant lors de la deuxième opération du FPLC. Il y avait deux brigades qui participaient à cette opération. L'une commandée par Saloumou venant de Mondro et l'autre commandée par Seyi, son propre interprète venant de Haru. Monsieur Ntaganda est allé avec 291 sur le lieu du combat et est arrivé après les opérations, lorsque tout était terminé, lorsque les combats étaient terminés. Monsieur Ntaganda n'a pas commandé l'opération à Sayo. Il a bien dit qu'il n'avait pas... que non seulement il avait commandé l'opération, mais il l'avait contrôlée aussi personnellement. Et à Sayo, il n'y a eu aucune destruction. Et il n'y a eu aucune destruction ni d'église, ni d'un autre bâtiment. Monsieur Ntaganda a bien décrit comment il avait employé le B10, comment le B10 avait été employé, quels avaient été les résultats de cet emploi du B10. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a bien vu ce qu'étaient ses résultats. Et une fois l'opération de Sayo terminée, la population est revenue
à la demande d'ailleurs du FPLC. Ensuite, Kisembo est arrivé avec sa délégation et il a fait le tour des alentours. Et M. Ntaganda est rentré à Bunia 2 jours après l'arrivée de Kisembo. L'accusation a dit, dans ses mémoires, qu'on ne peut pas croire qu'il y ait qu'une seule personne soit restée à Mongwalu lorsque l'attaque a été menée. Alors, on ne dit pas qu'il n'y avait plus personne à Mongwalu, mais ce que l'on sait, d'après les éléments de preuve, c'est dès qu'on a commencé à tirer, enfin dès qu'il y a eu des tirs, ceux qui voulaient se mettre à l'abri sont partis, se sont enfuis. Alors ceux qui sont restés à Mongwalu, à ce moment-là, étaient de 2 catégories, soit des combattants, soit des personnes qui se cachaient dans leur maison et qui essayaient de se protéger. Et eux n'ont pas été touchés. Donc, en ce qui concerne les personnes qui sont restées dans Mongwalu, on sait que toute personne qui était civile et restée à Mongwalu n'a pas été attaquée. Et qu'il n'y a pas eu d'hostilité dirigée directement vers les civils parce qu'ils avaient un statut différent. Maintenant, la responsabilité de M. Ntaganda en application de l'article 25, d'après nous, nous faisons valoir qu'il n'a commis aucun crime personnellement. Donc, la façon dont l'attaque a été menée, que ce soit à Mongwalu ou à Sayo, n'a pas été une attaque dirigée contre les civils. Il n'y a pas eu de destruction ni à Mongwalu ni à Sayo, y compris les édifices religieux. Il n'y a eu aucune question de discrimination. Le FPLC voulait que tout le monde revienne sur place. Il n'y a pas eu de meurtre de l'abbé. Même si cela ne fait pas partie de la conduite des hostilités, c'est quand même un crime qui est reproché, mais la seule personne qui est témoignée à ce propos, c'est P768, qui n'est absolument pas fiable. Il n'y a pas eu de pillage à Mongwalu du fait de M. Ntaganda, contrairement à ce qu'a dit P901 et P768. Maintenant, qu'en est-il du fameux plan commun? Eh bien, aucun plan commun visant à commettre les crimes reprochés à M. Ntaganda. Je vous rappelle les arguments présentés par mon collègue à propos des éléments du plan commun. Quel est le droit en matière de plan commun? Il n'y a pas eu de mens rea de la part de M. Ntaganda en ce qui concerne Mongwalu, ni au premier degré, ni même au deuxième degré. Y a-t-il eu des ordres donnés par M. Ntaganda? Oui, il a donné des ordres à propos de Mongwalu puisqu'il était commandant, c'était le chef. Et il a donné des ordres à propos de Sayo aussi, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de crime commis. Il n'a pas donné ordre de commettre des crimes et aucun crime n'a été commis. Et même si la Chambre concluait que des crimes ont quand même été commis, sur l'interprète, la Chambre ne peut que déduire que il n'y a pas eu de dolus directus au second degré. Pour ce qui est du 25.3D, bien sûr, ce qui n'est pas la même chose que le 25.3C, donc là, il n'est pas de toute façon accusé d'avoir aidé et encouragé, mais il n'y avait pas de plan commun et il n'y a donc pas de dolus directus au deuxième degré. Passons à la deuxième attaque. Donc là, nous sommes en début février 2003. Là aussi, comme nous l'avons dit hier, il n'y avait pas de politique en cours au sein de l'UPCRP FPLC aux fins de commettre des attaques dirigées contre une population civile. Nous répétons aussi qu'il n'y avait pas d'attaque de type crime contre l'humanité en application de l'article 7 et il n'y avait pas de plan commun aux fins de commettre des crimes qui auraient lieu
lors du déploiement de ce plan commun. Bien sûr, on n'accuse pas monsieur Ntaganda en tant qu'auteur direct en ce qui concerne la deuxième attaque, parce qu'il n'est pas auteur direct d'ailleurs. Donc il n'est pas accusé en ce qui concerne son implication personnelle. Qu'en est-il maintenant du 25.3a, c'est-à-dire la coaction indirecte? Eh bien, tout d'abord, je vous le rappelle, il n'y a pas de plan commun, c'est ce que nous disons. Ensuite, même s'il y avait un plan commun, il n'y aurait pas de contribution. Alors, comment établir la contribution? On peut l'envisager de trois façons différentes. Avant la première attaque, avant la deuxième attaque, pendant la deuxième attaque ou après la deuxième attaque. Et nous considérons que, quel que soit l'angle sous lequel on se place, il n'y a aucune contribution de la part de M. Ntaganda. Dans son mémoire en clôture, l'accusation parle de planification, parce que M. Ntaganda aurait participé à une réunion bien avant la deuxième attaque. Alors, de quoi disposons-nous à propos d'une éventuelle contribution aux participations de M. Ntaganda? Eh bien, on souhaite d'abord se baser sur P55, qui est fort peu fiable, et sur le logbook, et sur deux messages de ce logbook. Et lors de sa déposition, M. Ntaganda s'en est expliqué. Et donc, avant l'attaque, alors M. Ntaganda n'a pas ordonné la commission de crime, n'a pas ordonné quoi que ce soit qui aurait pu amener ou résulter en la commission de crime. Et si la Chambre de première instance conclut que des crimes ont bel et bien été commis, sachez qu'ils ne sont pas le résultat d'un ordre qui aurait été donné par M. Ntaganda. Or, il aurait fallu qu'il y ait un lien, il n'y en a pas, parce que M. Ntaganda ne peut pas avoir le dolus directus au second degré, parce que sinon, il aurait fallu qu'en donnant un ordre, il sache que des crimes allaient être commis. Or, ce n'est absolument pas le cas, je le répète. Mais même chose s'applique au 25.3d, c'est-à-dire contribution sous une autre forme. Mais je le répète, il n'y a pas de plan commun, et pas de plan commun, pas de responsabilité. Et il n'y a pas de mens rea non plus. Alors, pour le cas d'école, imaginons que la Chambre considère qu'il y avait bel et bien une réunion telle qu'elle a été envisagée et racontée par P55. Et on rappelle que P55 n'est pas digne de foi. Mais bon, imaginons qu'il y a eu cette réunion. L'exigence pour qu'il y ait mens rea, il faut que l'on sache. Non, l'interprète se reprend. L'exigence de mens rea en matière de connaissance signifie qu'il faut que la personne sache que le groupe a l'intention de commettre des crimes ou l'intention de poursuivre une activité criminelle dans le but de commettre des crimes. Donc, et le crime au titre de l'article 25.3d petit i, ici c'est un crime bien précis. Or, nous n'avons pas de crime bien précis ici. Et on se base en plus sur le scénario du pire, qui n'est absolument pas ce qui est arrivé, vous le savez bien. Maintenant, parlons de la deuxième attaque. Ça, c'était la deuxième attaque. Et maintenant, parlons de la responsabilité du commandant hiérarchique, c'est-à-dire l'article 28. Alors, commençons par la nature même de cet article. La responsabilité. Et je vais reprendre les propos de ma contradictrice, je crois, ou de mon contradicteur. Alors, la nature de la responsabilité du commandant hiérarchique, c'est en fait quand on est responsable de ne pas avoir exercé le commandement. Donc, la plupart du temps que l'on a utilisé cette responsabilité de commandement comme mode de responsabilité, c'est parce que le commandant n'avait pas la mens rea aux fins de commettre les crimes. Il n'était pas non plus impliqué dans l'actus reus. Et j'ai plaidé un grand nombre de cas, Aldi Asenovic, toutes sortes de personnes qui étaient accusées de crimes dans le mode de responsabilité du supérieur hiérarchique. C'était au TPY principalement. C'est-à-dire, la personne n'est pas un auteur de crime, mais c'est un mauvais commandant. Alors,
au TPY, il aurait été inculpé au titre du 7.3, TPIR du 6.3. Bon, ici, on a le 30. Alors, l'accusation ici souhaite mettre sur le dos de M. Ntaganda tous les modes de responsabilité possibles et imaginables au type du 25, le 25A, le B, le C, le D, et on rajoute le 30 tant qu'on y est, pour faire bonne mesure, et dans le but d'obtenir une condamnation. Peut-on le faire? Eh oui, on peut le faire. En effet, la Chambre préliminaire l'a autorisé. La Chambre préliminaire a dit s'il y a des éléments de preuve prima facie, eh bien, on peut mettre tout ce qu'on veut dans le document contenant les charges. Mais ça signifie, en fait, quand on étudie les éléments de preuve, c'est que l'accusation ne sait pas grand-chose à propos de M. Ntaganda, ne sait pas du tout de quoi il est responsable. Tout ce qu'on sait, c'est que sur l'Internet, on dit que c'est un très mauvais commandant, un très mauvais commandant, et donc il convient de le condamner de quelque chose. Mais il y a quand même une chaîne de commandement qui est verticale, et de toute façon, toutes les personnes qui sont dans la chaîne de responsabilité peuvent être reconnues responsables au titre de l'article 28. Ça, c'est quand on est dans la chaîne de commandement hiérarchique. Mais c'est le problème de M. Ntaganda, c'est qu'il ne faisait pas partie de la chaîne de commande hiérarchique. Il était en dehors de cette chaîne de commande, puisqu'il suffit de regarder les organigrammes qui ont été présentés et versés au dossier. Au début novembre, alors parlons de la position qu'occupait M. Ntaganda début novembre 2002. On voit bien qu'il ne fait pas partie de la chaîne de commandement hiérarchique. Il n'est pas commandant, il est chef d'état-major adjoint. Chargé des opérations et de l'organisation. Maintenant, regardons l'organigramme pour l'opération de Mongwalou. Là, les choses sont un peu différentes. Ici, on voit que le commandant en chef, c'est Kisembo. Et dans la ligne hiérarchique verticale, à ce moment-là, on trouve Bosco Ntaganda. Maintenant, après Mongwalou, passons à décembre. Monsieur Ntaganda a repris son poste précédent, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans la ligne de commandement hiérarchique. Il est vrai que M. Ntaganda a donné des ordres. Il est vrai que M. Ntaganda a pris des mesures pour prévenir, oui. Il a pris des mesures pour sanctionner, oui. Mais il a pris toutes ces mesures en application de la délégation dont il disposait de la part de Floribert Kisembo, le chef d'état-major général. Et qu'on étudie les choses du point de vue de jure, donc de la nomination officielle de Kisembo de Ntaganda en tant que chef et de l'autre chef d'état-major en charge de la logistique d'Ilengou. C'est aussi la situation si on se base sur le point de vue de facto. Et M. Ntaganda l'a expliqué à l'envi d'ailleurs. Maintenant, les exigences en matière de connaissances. Alors tout d'abord, quel est le libellé exact de l'article 28? Eh bien, faisons comme au TPY. Parce que toute autre interprétation ne serait pas cohérente avec le droit international customary. Donc dans Yamashita, c'était should have known, aurait dû savoir, et ça a été rejeté parce que ce n'est pas cohérent avec le droit coutumier international. Donc on ne peut pas faire Yamashita. C'est bien. Donc ensuite, ils se sont dit savait ou avait des raisons de savoir. C'est-à-dire qu'il avait été averti qu'il fallait procéder à des enquêtes. Et à la CPI, on aurait dû savoir eu égard aux circonstances de l'époque. Bon, d'après nous, c'est revenir aux mêmes critères que le critère
du TPY finalement, grâce à l'ajout de ces mots-là. C'est le lien qui est important. Et le lien, mon collègue a bien dit que le lien de causalité n'existe pas. Un lien si on voulait chercher un lien de causalité, il faudrait trouver dans l'article 28 quelque chose qui n'y figure pas. Et vous avez ici l'article 28 à l'écran qui dit très clairement un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses forces dans les cas où. Alors là, je pense quand même que c'est une exigence de causalité. On n'est pas en train de trouver une nouvelle interprétation du statut de la CPI. Le rédacteur du statut a bien inclus si les crimes sont commis lorsqu'il n'a pas, enfin il y a un lorsque. Donc il y a en anglais, de toute façon, lorsque les crimes résultent, il y a bien le mot résultat. Donc lorsqu'on voit les éléments de preuve en l'espèce et que l'on voit la façon dont l'accusation a affirmé il y a depuis 2 jours que M. Ntaganda avait pris des mesures pour prévenir et réprimer les crimes, nous disons que s'il y a eu crime, de toute façon, on ne peut pas les imputer au manque de contrôle qu'il aurait eu sur ses troupes ou à la façon dont il exerçait son commandement. Donc, en ce qui concerne la première et la deuxième attaque, nous considérons que M. Ntaganda ne peut pas être reconnu responsable en application de l'article 28, en tout cas pour la première affaire, parce qu'il n'avait pas la connaissance nécessaire. Et dans le deuxième cas, c'est parce qu'il n'avait pas le contrôle effectif. Alors, maintenant, vous voyez cette image qui est à l'écran. Je l'utilise souvent lors de mes plaidoiries parce que je pense que c'est extrêmement frappant. Après 3 ans de procès, eh bien, on peut voir les choses de toutes sortes d'angles. Ici, quand on voit l'image, on a l'impression de voir une vieille femme, et c'est ce que l'accusation considère. Mais si vous regardez de près, si vous regardez l'œil de la vieille dame, eh bien vous vous rendez compte finalement que c'est le menton et la bouche. Enfin, on voit bien quand on regarde cette image qu'il y a 2 personnes qui se cachent. Et nous sommes sûrs que lorsque vous analyserez les éléments de preuve qui vous ont été présentés, vous verrez bien qu'il y a 2 versions d'une même chose. En se basant sur les éléments de preuve, au départ, on pourrait penser qu'il y a 2 versions, mais vous allez déduire, j'en suis certain, et conclure qu'il n'y a qu'une seule version possible, c'est la nôtre. Et M. Ntaganda doit donc être acquitté de tous les chefs qui lui sont reprochés dans le document contenu les charges. Document mis à jour, bien sûr. Maintenant, je n'ai plus que 1 ou 2 minutes et j'ai quelques derniers mots. En tout cas, sachons que le match a été animé, intéressant. Enfin, vous voyez que j'en ai eu pas mal de cheveux gris, hein, vous le voyez, mais finalement, il n'a pas eu de chaos, c'est déjà ça. Il est vrai que on a eu quelques frayeurs au niveau santé parce qu'on a beaucoup travaillé, on a été sous stress et épuisé, mais au moins c'était un bon procès et on s'est bien battu. Il se peut que parfois, comme l'a dit ma contradictrice, parfois j'ai été un peu peut-être arrogant ou peut-être un peu agressif. Sachez que c'est parce que je veux défendre mon client et que c'est mon métier, je défends mon client. Et je tiens à
Je tiens à remercier mes collègues, toute mon équipe, mon co-conseil, mon premier co-conseil, Monsieur Boutin, qui a dû partir pour des raisons médicales. Et j'ai eu de la chance de trouver Maître Gosnell pour le remplacer. Il est extrêmement expérimenté. Je tiens à remercier tous mes stagiaires aussi qui vont, qui viennent, mais qui travaillent toujours avec acharnement. Donc vraiment, je tiens à remercier tous les membres de mon équipe. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, eh bien, je vous remercie aussi, Maître Bourgon. Nous en avons terminé avec les réquisitoires et plaidoiries, mais en application de notre ordonnance, l'accusation va avoir le droit de répondre. Madame Sanson, que voulez-vous répondre? Monsieur Sanson, Madame Sanson, oui, nous vous demandons d'être autorisé à répondre aux présentations en plaidoirie de la défense. Le président, bien, vous aurez 30 minutes. Et nous allons maintenant faire une pause de 30 minutes. Et j'imagine que lorsque nous reviendrons de la pause café, vous serez prête à répondre aux présentations, aux plaidoiries. Monsieur Maître Bourgon, je crois que vous savez que Monsieur Ntaganda voudrait faire sa déclaration. En application de votre décision, nous aimerions qu'il parle avant l'accusation. Président, ça dépend de vous. Attention, hein, Maître Bourgon. Nous ne pouvons pas empêcher ensuite l'accusation à répliquer à la déclaration de M. Ntaganda. Alors, si vous voulez éviter ça, il faut que M. Ntaganda parle en dernier et qu'il ait le dernier mot. Cela vous irait? Parce que s'il commence à parler maintenant, juste après la pause, l'accusation pourrait faire des commentaires, non seulement sur votre plaidoirie, mais aussi sur sa déclaration de clôture. Et j'ai cru comprendre que vous ne vouliez pas que cela arrive. Donc, je me répète, si vous voulez éviter cela, étant donné qu'il va faire une déclaration qui n'est pas sous serment, eh bien, il vaut mieux que M. Ntaganda parle en dernier. On laisse d'abord Mme Sanson répondre à vos points juridiques soulevés dans votre plaidoirie. Et puis ensuite, M. Ntaganda fera sa déclaration finale. Qu'en pensez-vous? Eh bien, nous allons écouter l'accusation répondre à ma plaidoirie. Ensuite, M. Ntaganda fera sa déclaration qui ne sera pas sous serment pendant 30 minutes. S'il n'utilise pas les 30 minutes, j'aimerais bien les utiliser. Écoutez, de toute façon, on est en fin de procès, mais on n'en sommes pas à 5 minutes près. Bon, nous allons donc reprendre à 11h35 afin d'avoir une pause de 30 minutes. Et nous entendrons Mme Sanson qui répliquera à votre plaidoirie. Merci.